Il était 5h03 du matin quand quelqu'un a frappé à ma porte. Pas comme frappe un voisin, pas comme frappe un livreur égaré. 3 coups secs, autoritaires, le genre qui ne s'excuse pas. J'étais déjà à mi-chemin dans l'escalier avant d'être vraiment réveillée, serrant ma robe de chambre contre moi, pieds nus sur le parquet froid, le faisceau de la lumière de sécurité découpant un rectangle blanc dans l'entrée. Quand j'ai ouvert, un homme en coupe-vent officiel du département se tenait sur le seuil avec une épaisse enveloppe et un clipboard. Et derrière lui, de l'autre côté de la rue, mes parents étaient là. En robe de chambre, tous les deux, au bord de mon allée, qui regardaient. Ma mère a levé la main et elle a dit qu'il aurait fallu que je fasse ce que la famille demandait. Mon père, lui, n'a pas bougé. Les mains dans les poches, il a juste ajouté que je devais faire mes bagages, que ça allait se passer aujourd'hui. Une seconde, j'ai cru que je dormais encore. Puis l'homme sur mon perron a prononcé mon nom. Madame Camille Rousseau. J'ai hoché la tête. Il a dit que j'étais officiellement notifiée et m'a tendu le paquet. En haut de la première page, en gras, en noir, ces mots. Commandement de payer valant saisie immobilière. Mon nom imprimé là, comme si j'étais une étrangère dans ma propre maison. Pas Camille qui avait acheté ce bien, pas Camille qui payait les impôts, l'assurance, les artisans, le chauffagiste, le maçon, le jardinier, chaque année sans un seul retard. Juste la défendresse. J'ai parcouru la page rapidement. L'adresse, c'était la mienne. Le numéro de parcelle cadastrale, le mien. Et sous la rubrique demandeur, un nom assez corporate pour paraître légitime avant le lever du soleil. Société civile immobilière Val des Cèdres. Je n'ai pas crié. C'est ça qui a déstabilisé mes parents. Ils attendaient la panique, les éclats de voix dans l'allée, ou que je perde pied pendant qu'eux se tenaient là dans leurs robes assorties, à jouer les gens navrés que les choses en soient arrivées là. Au lieu de ça, j'ai posé une seule question à l'homme qui tenait les papiers. J'ai répété ma question, plus lentement cette fois. Qui revendique exactement la propriété du billet à ordre ? L'huissier a baissé les yeux vers la première page, lu la ligne du haut, puis s'est tu. Pas longtemps, juste assez pour que ça compte. Et ensuite il a regardé par-dessus son épaule, vers mon père. C'est là que quelque chose a basculé dans cette matinée. Parce que ce n'était pas une procédure bancaire tombée au mauvais moment. Mon père connaissait ce nom sur la page. Je l'ai regardé par-dessus l'épaule de l'huissier, directement dans les yeux. C'est lui qui a détourné le regard en premier. Ça m'a appris plus que n'importe quel document. La maison est perchée sur les hauts de Bellevue, au-dessus du Val des Cèdres. Fondation en pierre, volets verts, grande terrasse, vieux poirier au fond du jardin. Je l'avais acheté 3 ans plus tôt, après avoir revendu ma moitié d'une société de logiciels, et je m'étais installée dans une ville où je m'étais juré de ne jamais revenir. La maison était dans un état catastrophique à l'époque. Plomberie à refaire, électricité à reprendre, drainage à corriger, une toiture couleur de vieux bleu, des fenêtres qui laissaient passer le vent. J'ai quand même signé, parce que la structure était solide, parce que le terrain m'appartenait dès que le chèque avait été encaissé, parce que j'aimais l'idée de construire quelque chose de concret dans un endroit où ma famille me voyait encore comme la fille qui était partie avec ses grandes idées. Mes parents habitaient de l'autre côté de la rue, sur des parcelles que mon grand-père avait divisées des années auparavant. Au début, ça m'avait semblé charmant. Ensuite, Lucie a divorcé. Ensuite, ma mère a commencé à glisser des phrases du genre « Tu as tellement de place ». Ensuite, mon père a employé le mot « pratique ». Ensuite, Lucie a pris l'habitude d'appeler la chambre d'amis « ma chambre » à chaque visite. Il y a 3 semaines, ma mère était dans ma cuisine et elle a dit très posément que Lucie avait plus besoin de cette propriété que moi. Je lui ai ri au nez. Apparemment, ça avait eu des conséquences. Et maintenant, je me tenais sur le seuil de ma propre maison avec un commandement de payer valant saisie immobilière entre les mains, pendant qu'ils regardaient depuis l'autre côté de la rue comme 2 spectateurs devant un incendie qu'ils avaient eux-mêmes allumé. J'ai tourné les pages vers les annexes. Voilà ce que c'était. Un prétendu instrument de garantie, un acte hypothécaire privé censé avoir été signé 11 mois plus tôt. Emprunteur, Camille Rousseau. Prêteur, la Société civile immobilière Val des Cèdres. Montant réclamé en défaut, 412 000 €.
J'ai failli rire à nouveau, pas parce que c'était drôle, parce que c'était absurde. Je n'avais aucun crédit, aucune hypothèque secondaire, aucun prêt familial, rien. La maison avait été payée intégralement à l'acte de vente notarié. Je le savais parce que j'avais encore la confirmation de virement bancaire et l'assurance titre de propriété dans mon coffre, là-haut, dans mon bureau. L'huissier de justice a toussé une fois. « Madame ?» J'ai levé la page vers lui. Je n'ai jamais signé ça. Il avait l'air mal à l'aise, pas coupable, juste conscient d'avoir atterri dans quelque chose de bien plus sale qu'une simple signification de routine. De l'autre côté de la rue, ma mère a lancé que j'aurais dû accepter quand il m'avait proposé la solution simple. La solution simple. C'est comme ça qu'elle habillait la capitulation. Je suis sortie sur le perron. J'ai demandé à mon père s'il avait déposé ça. Il a souri alors, un petit sourire, maîtrisé, terrible. Il a dit que j'entendrais tout ça au tribunal. C'était une réponse suffisante. J'ai regardé l'huissier. « Pouvez-vous lire à voix haute la ligne de contact du demandeur ?» Il a baissé les yeux, il a lu, et cette fois, il ne s'est pas contenté de se taire. Il a froncé les sourcils, puis il a retourné la première page vers moi et il a dit avec précaution que le contact du demandeur était Bernard Rousseau, à la même adresse que la maison en face de la mienne. Mon père a cessé de sourire, parce que l'huissier venait de dire à voix haute ce qui devait rester tu. Le contact du demandeur sur le commandement de payer valant saisie immobilière, c'était l'adresse de mon père. Pas une banque, pas une société de gestion dans une autre région, pas un prêteur sans visage, la maison d'en face. J'ai regardé l'huissier. Ce numéro de dossier correspond à un vrai dépôt judiciaire ? Il a vérifié, puis il a acquiescé. Oui, dépôt judiciaire. Le greffier des saisies immobilières avait ouvert le dossier la veille en début d'après-midi. Ce n'était donc pas du faux, et c'était encore pire. Parce qu'un faux, on le froisse et on le jette. Un vrai document, il faut le tuer proprement, ligne par ligne. Je suis rentrée dans le couloir, j'ai refermé la porte à moitié contre le froid du matin et j'ai étalé les papiers sur la console. De l'autre côté de la rue, mes parents regardaient toujours. Ils attendaient sans doute que je m'effondre. Ce qu'ils ont eu à la place, c'est de la méthode. J'ai ouvert la deuxième page. Un billet à ordre allégué de 412 000 €, garanti par un acte hypothécaire sur ma maison. Emprunteur, moi. Prêteur, la SCI Val-des-Cèdres. Date de défaut, 61 jours plus tôt. Une substitution de mandataire hypothécaire déposée 9 jours avant. Autorisation de vente sollicitée auprès du tribunal. Chaque ligne était nette. Chaque ligne était impossible. J'avais acheté cette maison cash, à l'acte de vente notarié. Pas d'hypothèque, pas de prêt relais, rien. Ma confirmation de virement bancaire et mon assurance titre de propriété étaient dans mon coffre, à l'étage. Je suis allée les chercher. Quand je suis redescendue, l'huissier était encore sur le pas de la porte, visiblement mal à l'aise, coincé entre l'envie de finir sa matinée et la conscience qu'il venait peut-être de livrer une dette forgée à la mauvaise adresse. J'ai d'abord appelé le numéro de mon assurance titre. Urgence, réclamation. Une femme prénommée Isabelle a décroché, elle a demandé l'adresse de la parcelle cadastrale, puis elle s'est tue dès que j'ai prononcé les mots « saisie immobilière judiciaire ». « Ne quittez pas », elle a dit. Bruit de clavier. Puis sa voix est revenue, posée et précise. « Madame Rousseau, notre dossier original indique une pleine propriété en votre nom, à l'acte de vente notarié, libre de toute charge, hors taxes et servitudes habituelles. Aucun prêt à l'acquisition. » Je sais, j'ai répondu. Un silence. Puis elle a ajouté qu'elle voyait un acte hypothécaire enregistré ultérieurement. Je n'en ai jamais signé. Nouveau silence, plus long. Et là, son ton a changé du tout au tout. Ne dites plus rien à l'autre partie. Je n'ai pas bougé. Mon père était à mi-chemin dans la rue et il s'est immobilisé au bord du trottoir dès qu'il a vu que je tenais les deux documents côte à côte, l'assurance titre et le commandement de payer valant saisie immobilière. Ce moment d'hésitation m'a tout dit. Il savait exactement ce que ces papiers révélaient sur sa version des faits. Un homme a pris la ligne. Étienne Marchand, conseiller juridique en sinistre. Sa voix était directe, sans préambule. Il m'a dit qu'il avait besoin de 3 réponses rapidement.
Est-ce que j'avais jamais emprunté sur cette maison? Est-ce que j'avais jamais signé un billet à ordre en faveur de la SCI Val des Cèdres? Est-ce que j'avais jamais autorisé Bernard Rousseau à signer un acte de dette ou de propriété en mon nom? Non, 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 il a expiré une seule fois. Bien, bien. C'était la 2e fois en 10 minutes qu'un professionnel utilisait ce mot face à une catastrophe en cours. Et les 2 fois, ça voulait dire la même chose. Ce désastre n'était plus seulement le mien. Étienne a continué. L'acte hypothécaire avait été enregistré 11 mois plus tôt. Selon l'acte de reconnaissance, j'étais censée m'être présentée devant un notaire dans le département de l'Essonne le 9 octobre. Est-ce que j'y étais? J'ai su la date immédiatement. Non, j'étais à Lyon pour une conférence. J'avais encore la facture d'hôtel. Excellent, il a dit, excellent. De l'autre côté de la rue, ma mère avait arrêté de crier. Elle regardait, c'est tout. Étienne a ouvert autre chose dans le dossier et sa voix s'est tendue d'un coup. Il y avait autre chose. La substitution de mandataire hypothécaire et la mise en demeure de payer avaient toutes deux été déposées par le conseil de Val des Cèdres la veille au matin. Mais la SCI Val des Cèdres elle-même n'avait été constituée que 13 jours avant l'enregistrement de l'acte hypothécaire. J'ai regardé mon père. Il a détourné les yeux le premier. Ça suffisait. Ils n'avaient pas exhumé une vieille dette cachée. Ils en avaient fabriqué une de toutes pièces. J'ai demandé qui avait constitué la SCI. Étienne n'a pas répondu tout de suite. Quand il l'a fait, sa voix était froide. Le fondateur mentionné dans les statuts était Bernard Rousseau, mon père. Bien sûr. Il avait créé le prêteur, créé le billet à ordre, créé le privilège, puis créé la saisie. J'aurais dû être sous le choc. Je n'étais pas sous le choc. C'était autre chose. Quelque chose se remettait en ordre dans ma tête, comme si le chaos se condensait en quelque chose de net, de lisible. Ce n'était plus un conflit familial flou autour d'une propriété. C'était une séquence. Un prêteur fictif, un billet à ordre fictif, un acte hypothécaire fictif et une vraie procédure de saisie déposée au greffe. Mes parents en robe de chambre de l'autre côté de la rue, qui m'attendaient pour que je fasse mes cartons avant l'aube. Étienne a dit qu'il tirait encore un dépoulier. Puis il s'est tu. Pas le silence courtois du début, quelque chose de plus long, de plus lourd. J'ai demandé ce que c'était. Quand il a répondu, même l'huissier de justice sur mon perron s'est figé. Il y avait un acte de transfert de propriété joint dans les documents téléversés par le cabinet de saisie, déjà préparé. Le bénéficiaire après-vente était déjà nommé. J'ai senti mon estomac se contracter. J'ai demandé qui. Il a marqué une pause. Lucie Rousseau, ma sœur. Bien sûr. Pas mon père, pas ma mère, pas la SCI fantôme inscrite dans l'entête de la plainte. Lucie, c'était le visage propre, la conclusion douce, la fille que tout le monde regarderait en se disant que c'est juste une affaire de famille qui se règle, pas un vol organisé. Je suis restée dans mon entrée, l'assurance titre dans une main, le dossier de saisie dans l'autre, pendant que mes parents observaient depuis le trottoir d'en face, comme des spectateurs devant un incendie qu'ils avaient eux-mêmes allumé et chiffré à l'avance. Étienne a repris. Il m'envoyait un avocat en urgence, mais il voulait que je comprenne exactement ce qui s'était passé. Ce n'était pas juste un dossier mal monté. Quelqu'un avait créé un prêteur fictif, enregistré un acte hypothécaire fictif et utilisé ce privilège fabriqué pour ouvrir une vraie procédure de saisie immobilière. J'ai regardé mon père. Toujours pas mes yeux. De l'autre côté de la rue, ma mère a lancé que ça aurait été tellement plus simple si j'avais accepté d'aider ma sœur. Voilà, tout était là. Pas une dette, pas une obligation ancienne qui ressurgissait. Ils avaient fait tout ça parce que 3 mois plus tôt, j'avais refusé de signer la maison temporairement pour que Lucie puisse s'en servir comme garantie. Elle voulait entrer en association dans un restaurant avec l'homme qu'elle fréquentait ce mois-là. J'avais dit non. Ils avaient monté une saisie. L'huissier de justice n'avait pas bougé. Il était toujours là, sur le seuil, les yeux baissés sur ses chaussures. Son travail était terminé, mais visiblement, il ne savait plus très bien dans quoi il avait mis les pieds. Pas après avoir entendu l'adresse du demandeur, le nom de la fausse SCI et la voix d'Étienne en haut-parleur. J'ai feuilleté le dossier une nouvelle fois.
Les signatures ne correspondaient pas, le département du notaire non plus. Le créancier était fictif, mais le numéro de dossier, lui, était bien réel. C'était là tout le génie sordide de la chose. Mon père n'avait pas fabriqué une lettre effrayante en espérant que je panique. Il avait monté juste assez de paperasse pour injecter une vraie procédure dans le système judiciaire. Alors la voix d'Étienne s'est faite plus nette. Il avait trouvé un dépôt supplémentaire, enregistré 5 jours plus tôt. La SCI Val-des-Cèdres avait acté une cession des droits d'adjudication après-vente. Bénéficiaire désigné, Lucie Rousseau. Tout l'échafaudage était là, devant moi. Faux créanciers, faux billets à ordre, faux actes hypothécaires, vraie saisie immobilière, transfert final vers ma sœur. C'est à ce moment-là que ma mère a traversé la rue. Sa robe de chambre battait autour de ses mollets. Mon père, lui, n'a pas bougé. Ma mère avançait toujours en premier quand le charme avait encore une chance. Elle a monté les marches du perron et elle a dit mon prénom, comme si ça suffisait à tout réinitialiser. Elle a ajouté que je savais bien combien les choses étaient difficiles pour Lucie. J'ai répondu non, que je savais surtout à quel point ils avaient été prêts à me les rendre difficiles, à moi. Elle a pris un air sincèrement offensé. Elle a dit qu'ils ne m'auraient jamais mise à la rue. J'ai levé la première page du dossier. Je leur avais fait signifier l'acte à l'aube. Sa réponse a fusé, c'était juste la procédure. Et cette phrase m'a figée. Pas de colère, juste un froid net. Parce que la procédure ne se promène pas seule jusqu'à un faux créancier, un privilège forgé et une vente dont le bout du chemin portait le nom de ma sœur. Étienne avait dû entendre, parce que sa voix est revenue, encore plus froide. Il m'a dit de ne laisser personne repartir avec les originaux. L'huissier de justice et le greffier des saisies immobilières étaient contactés. Le référé d'urgence en suspension et radiation allait être déposé maintenant. Le même tampon notarié apparaissait sur un acte de transfert contesté 2 mois plus tôt. Mon père a enfin levé les yeux, et ça m'a tout dit. Pas de la surprise, de la reconnaissance. Il connaissait ce sceau. L'huissier de justice l'a entendu aussi. Il a descendu une marche du perron et m'a dit, presque avec gêne, qu'il devait noter ce signalement auprès du greffe. Je lui ai répondu d'y aller. Alors j'ai appelé le greffier des saisies immobilières moi-même. Une femme, Nathalie, a décroché avec une voix encore endormie. Jusqu'à ce que je lui donne le numéro de dossier, l'adresse de la parcelle cadastrale et les mots « acte hypothécaire falsifié », elle a arrêté de taper. Puis elle m'a dit de ne pas bouger, qu'elle mettait une note de blocage temporaire en attente de contact du conseil juridique. Mon père a traversé la rue à ce moment. Vite, trop vite. Il a lâché, agacé, que je faisais exploser toute la situation. J'ai failli rire. Parce que dans sa tête, c'était moi le problème. Pas l'homme qui avait créé une société fictive, forgé un emprunt, enregistré un privilège et déposé un commandement de payer valant saisie immobilière contre sa propre fille avant l'aube. Je lui ai dit simplement qu'il avait lancé une saisie sur une maison remboursée depuis longtemps et que s'il voulait qu'on en reste là, c'était trop tard. Le perron s'est tu. Même ma mère n'a rien trouvé à répondre. À 6h12 du matin, tout avait basculé. Le greffier avait signalé le dossier en examen d'urgence. Le conseil juridique avait transmis un avis écrit au mandataire et au tribunal. L'huissier avait consigné l'irrégularité d'adresse du demandeur. Et mon père, qui 1 heure plus tôt m'ordonnait de faire mes valises, se tenait maintenant sur mon perron à entendre des gens dans de vrais bureaux prononcer des mots comme radiation, fraude, vice de chaîne et signalement au parquet. C'est là qu'il a essayé la vérité, ou quelque chose qui y ressemblait. Il m'a dit qu'ils avaient juste besoin d'un levier. Pas d'argent, pas d'équité, un levier. Pour Lucie, pour la famille, pour tout ce qu'il pensait que je finirais par accepter une fois que la pression serait suffisamment forte. Ma mère a fermé les yeux quand il a dit ça. Parce que le mot levier, c'est le mot qu'on utilise quand on sait exactement ce qu'on a fait. Je l'ai regardé et j'ai dit que c'était du chantage avec papier officiel en tête. Il n'a pas répondu. Il n'avait pas besoin. À midi, mon avocat avait déposé le référé d'urgence. Le greffier des saisies immobilières avait ouvert une procédure pour fraude et la SCI Val-des-Cèdres était passée du statut de créancier à celui de pièce à conviction. L'acte hypothécaire a été annulé. La plainte en saisie a été rejetée. Le journal du notaire n'a pas sauvé le notaire.
La SCI de mon père n'a pas survécu à l'enquête. Lucie n'a jamais mis la main sur la maison. Et ma mère n'a plus jamais prononcé les mots « c'est juste une procédure » devant quelqu'un d'officiel. Moi, j'ai fait 3 choses. J'ai changé les serrures, j'ai renouvelé les avenants de l'assurance-titre et j'ai déposé une opposition pour fraude sur le numéro de parcelle cadastrale, de sorte qu'aucun acte touchant cette maison ne pourrait jamais bouger sans ma confirmation en personne. C'était ça, la vraie fin. Pas garder la maison, la protéger de mon propre sang. Un huissier de justice avait frappé à 5 heures du matin avec un commandement de payer valant saisie immobilière. Mes parents attendaient de l'autre côté de la rue pour me voir craquer. À la place, l'homme qui tenait les papiers a lu la première ligne, s'est tu, et a regardé mon père. Parce que même avant le lever du soleil, la fraude avait déjà commencé à se trahir elle-même. Aujourd'hui, quand j'y repense, ce qui me reste, ce n'est pas la victoire. C'est le silence de ma mère ce matin-là. Ce silence qui disait tout ce qu'elle ne dirait jamais. Si tu es arrivé jusqu'ici, j'ai une question pour toi dans les commentaires. Qu'est-ce que tu aurais fait si ton propre père avait envoyé un huissier à l'aube sur une maison que tu possédais sans dette ? Et quel moment t'a le plus touché ? Dis-le-moi. Et si cette histoire t'a traversé d'une façon ou d'une autre, abonne-toi, parce que la prochaine est encore plus difficile à croire.